Un homme peut échapper à la justice des hommes, jamais à celle des chiffres. Milton Friedman. Chicago, années 20. Une ville en pleine effervescence. Les rues vibrent au son du jazz. Les klaxons résonnent entre les gratte-ciel. Les fortunes se font et se défont à la vitesse des bolides qui filent sur Michigan Avenue. Mais derrière les vitrines éclairées, un autre monde prend forme. Invisible, implacable, beaucoup plus rentable que le monde légal. Là, dans l'ombre des clubs enfumés et des entrepôts verrouillés, un nom circule à voix basse. Un nom qui commence à faire frissonner les initiés. Alphonse Capone. À peine 30 ans, un regard froid, une ambition sans limite. Fils d'immigrés napolitains, ancien gamin des rues de Brooklyn. Il est passé de petites frappes impulsives à stratège redouté. Il ne veut pas seulement l'argent. Il veut régner, contrôler, être craint, respecté et surtout impossible à ignorer. Autour de lui, tout s'organise. Chaque bar clandestin devient un point de vente. Chaque policier corrompu, un pion sur son échiquier. Son organisation fonctionne comme une entreprise. Hiérarchie, discipline, résultat. Il s'achète des ennemis, il s'achète des amis. Et parfois, il ne les achète pas, il les élimine. Mais plus l'Empire s'étend, plus les regards se tournent vers lui. Le bruit des billets attire celui des balles. Et dans les couloirs feutrés du gouvernement, certains commencent à murmurer son nom avec l'idée d'en finir. Car ce n'est pas qu'une histoire d'argent. C'est le portrait d'un homme, d'une époque corrompue jusqu'à la moelle, d'un système qu'il a laissé grimper sans limite avant de chercher à le précipiter dans le vide. Alphonse Capone voit le jour en 1899, au cœur de Brooklyn, dans un quartier pauvre, dense, bruyant, où les langues se mêlent et les rêves se brisent. Ses parents viennent de Naples, gens simples, travailleurs silencieux. Ils élèvent 9 enfants dans un petit appartement aux murs trop fins, avec 3 principes gravés dans le cœur: travailler dur, ne pas faire de vagues et toujours respecter la famille. Mais dehors, le monde fonctionne autrement. Les poings parlent plus fort que les livres. Les règles ne sont écrites nulle part, et pourtant tout le monde sait les lire. Alphonse le comprend vite, trop vite. Il est intelligent, vif, curieux, mais indiscipliné, provocateur, souvent violent. À l'école, il pose des questions que les maîtres n'aiment pas entendre. Il défie l'autorité, jusqu'au jour où une altercation avec un professeur met fin à sa scolarité, à jamais. Alors il apprend ailleurs, dans les rues, à l'angle des échoppes, dans les arrière-cours et les cages d'escalier. Il livre des bouteilles, porte des messages, observe les petits caïds qui dictent leurs lois sans uniforme. Il gagne quelques pièces, ramène de quoi aider à la maison. Mais ce n'est pas l'argent qui l'excite, c'est autre chose. Le pouvoir, le respect, l'idée qu'ici on peut grimper, même quand on vient de tout en bas. À 16 ans, il entre comme garçon dans un bar louche du coin, un endroit où les sourires cachent les armes et où les billets se passent sous les tables. C'est là qu'il croise Johnny Torrio, un homme discret, élégant, toujours bien mis. Pas du genre à lever la voix, mais du genre qu'on écoute dès qu'il entre. Torrio repère immédiatement ce gamin aux yeux perçants. Il sent quelque chose en lui, une énergie brute, une soif de s'élever. Alors il l'approche, le teste, puis l'adopte. Capone devient son messager, son apprenti, son ombre. Et dans cette ombre, il apprend tout. Comment marchander, comment flairer une trahison, quand frapper et quand disparaître. Avec Torrio, il découvre que le crime peut être un art, un système, une entreprise. Et doucement, sans bruit, le gamin des rues se prépare. Parce qu'un jour, il le sait déjà, la place du maître lui reviendra. Lorsque Johnny Torrio quitte New York pour s'installer à Chicago, il n'y va pas seul. Dans ses bagages, un jeune homme à l'ambition brûlante, Al Capone. Chicago, à cette époque, ce n'est pas juste une ville, c'est une opportunité géante. Un terrain vierge où tout est possible. Pour ceux qui savent voir dans le chaos, une promesse de fortune. Les buildings poussent comme des arbres en béton. Les fortunes naissent dans les salons feutrés et se perdent dans les arrière-salles. Tout s'achète, tout se vend. Et bientôt, l'alcool devient illégal. La prohibition vient de tomber. Sur le papier, l'alcool est banni. Dans les faits, il devient plus précieux que l'or. Torrio comprend tout de suite. Ce n'est pas une interdiction, c'est une aubaine. Il organise, il infiltre, il structure. Les bars clandestins se multiplient. Les entrepôts se remplissent. Les livraisons s'enchaînent. Et dans cette mécanique de précision, Capone devient une pièce essentielle. Il gère les stocks. Il sécurise les trajets. Il calme les tensions, règle les conflits. Il est partout, toujours en mouvement, toujours en contrôle. Ce qui frappe chez lui,
lui, c'est sa capacité à parler à chacun. Il tutoie les barmans, serre la main des banquiers et offre un cigare aux élus locaux. Il a compris une chose, le pouvoir ne s'impose pas toujours par la violence. Il se tisse, se négocie, se murmure. Torrio vieillit et après une tentative d'assassinat, il décide de raccrocher. Alors, à seulement 26 ans, le jeune protégé prend la relève. Al Capone devient le nouveau patron, mais il n'a rien du profil discret de son mentor. Lui, il veut que ça se voie, que ça se sache, que tout Chicago sache qui commande. Il s'installe dans un hôtel de luxe, multiplie les apparitions publiques, laisse des pourboires équivalents à un salaire annuel. Il finance des orphelinats, offre des repas aux plus pauvres, s'offre les gros titres et les regards. Son nom circule dans toute la ville. Certains l'admirent, d'autres le redoutent, mais tout le respectent. On l'appelle le roi sans couronne. Derrière cette image de bienfaiteur se cache une véritable industrie parallèle. Tout est organisé, tout passe par lui. Chaque cargaison, chaque dollar, chaque silence. Pour Capone, c'est l'âge d'or, le sommet de sa puissance. Mais chaque sommet attire les orages. Et bientôt, certains hommes en costume, dans les couloirs de Washington, commencent à se pencher sur son cas. Trop visible, trop riche, trop intouchable. Et dans l'ombre, le compte à rebours commence. À la tête de l'organisation, Capone ne se contente plus de gérer. Il construit, il structure, il contrôle. Chaque quartier de Chicago devient une pièce de son échiquier. Chaque rue, un couloir logistique. Chaque bar clandestin, une vitrine maquillée derrière une façade banale. La ville entière se transforme en un réseau souterrain, invisible mais parfaitement huilé. La prohibition censée moraliser l'Amérique offre en réalité une opportunité colossale à ceux qui savent lire entre les lignes. Et Capone, lui, connaît le système par cœur. Dans les speakeasies, ces clubs secrets aux portes dissimulées, l'alcool coule à flot, la musique couvre les murmures, et les verres teintent comme une insulte aux lois fédérales. La clientèle, elle est variée, très variée. Ouvriers, hommes d'affaires, politiciens, policiers, tout le monde vient boire un verre. Tout le monde sait à qui il doit ce privilège. Mais tant que les bouteilles sont pleines, les consciences restent vides. Capone s'entoure d'hommes qu'il connaît, des gars du quartier, des visages familiers, fidèles, efficaces, silencieux. Il dirige ses affaires comme un patron d'industrie. Il surveille les comptes, fixe les prix, répartit les rôles et impose le respect. Mais derrière cette façade bien gérée, les tensions grondent. Car Capone n'est pas seul à avoir flairé le filon. D'autres gangs veulent leur part. D'autres noms circulent. D'autres ambitions grandissent. Et très vite, les alliances de circonstances se transforment en haine déclarée. Les règlements de compte se multiplient. Et puis, vient le choc. Un matin glacial de février 1929, 7 hommes liés à un gang rival sont retrouvés exécutés, alignés contre un mur, abattus de sang-froid. Pas un bruit, pas un témoin, juste un message. Officiellement, Al Capone se repose à Miami, très loin de la scène du crime. Mais personne n'est dupe, tout le monde comprend. Ce jour-là, le massacre de la Saint-Valentin entre dans l'histoire. Pas comme un simple règlement de compte, mais comme un avertissement. Un rappel brutal de qui tient réellement la ville. Et cette fois, les regards changent. Dans les journaux, dans les bureaux du FBI, dans les couloirs du gouvernement. La question n'est plus qui est Capone, mais comment le faire tomber. Pendant qu'Al Capone continue d'étendre son empire, les autorités fédérales, elles, cherchent une faille. Une seule. Un point faible dans une forteresse construite sur la peur et les billets de banque. Mais à Chicago, tout le monde se tait. Les témoins disparaissent, les preuves fondent comme neige sous un projecteur. Les policiers locaux regardent ailleurs et la justice tourne en rond. Jusqu'au jour où un groupe spécial est formé. Une équipe venue de Washington, jeune, obstinée, incorruptible. À leur tête, Elliot Ness, 28 ans à peine. La mâchoire serrée, la loi comme boussole. Ils ne cherchent pas à infiltrer l'organisation. Trop dangereux, trop risqué. Ils choisissent une autre voie, plus froide, plus méthodique. Suivre l'argent. Car Capone ne se cache pas. Il s'affiche. Costume sur mesure, cigares importés, voitures de luxe, dîners somptueux, cadeaux offerts à des inconnus pour le plaisir de briller. Mais aucun revenu déclaré, zéro impôt payé. Officiellement, Al Capone est un citoyen sans activité. C'est là que les incorruptibles frappent. Pas avec des balles, avec des reçus, des comptes, des carnets, des traces. Il perquisitionne, analyse, croise les données, cherche les failles. Petit à petit, le puzzle s'assemble. Et ce qui semblait impossible devient clair. On ne pourra peut-être pas le faire tomber pour meurtre ou trafic de substances interdites, mais on peut l'attraper comme un simple fraudeur. En 1931, l'acte d'accusation tombe. Pas un mot sur les bars clandestins. Pas une ligne sur les assassinats, pas même un soupçon de trafic d'alcool. Juste une chose, fraude fiscale, une accusation banale, presque ridicule vu l'ampleur de son empire, mais terriblement efficace, parce qu'au bout de cette ligne comptable se trouve la chute du roi. Octobre 1931.
Le procès d'Al Capone s'ouvre à Chicago. La foule s'amasse devant le tribunal. Journalistes, curieux, admirateurs, détracteurs. Tous veulent voir chuter l'homme que rien ne semblait pouvoir atteindre. Dans la salle, Capone entre confiant. Costume impeccable, démarche assurée. Il pense encore pouvoir s'en sortir, acheter, négocier, intimider. Mais cette fois, rien ne fonctionne. Les preuves sont là, solides, implacables. Les témoins tiennent bon. Les chiffres parlent pour eux. Le fils a verrouillé le dossier. Pendant plusieurs jours, les avocats plaident, les juges écoutent, les regards se croisent. Puis le verdict tombe, 11 ans de prison ferme. Le roi est tombé, sans effusion de sang, sans fusillade. Juste une sentence, froide comme le béton d'Alcatraz. Car c'est là qu'il est envoyé. L'île prison, entourée d'eau glaciale, loin de ses repères, loin de ses alliés, loin de son trône. À l'intérieur, il n'est plus qu'un matricule. Un détenu parmi les autres. Réveils brutaux, travail forcé, silence obligatoire. La routine l'use, l'isolement le ronge, et sa santé décline. Le corps flanche. Mais surtout, c'est l'esprit qui s'éteint. En 1939, après 7 ans derrière les barreaux, Capone est libéré pour raison médicale. Trop faible, trop diminué, plus dangereux pour personne. Il se retire dans une villa en Floride, loin de Chicago. Loin du bruit, loin de l'histoire qu'il a marquée à coups de balles et de billets. Son empire n'existe plus. Ses anciens alliés l'ont oublié. L'Amérique est passée à autre chose. Et Alphonse Capone n'est plus qu'un nom dans les livres. Un souvenir flou d'un règne brutal. Un homme qui avait tout et qui a fini seul. Sans couronne, sans guerre, sans gloire. Alphonse Capone n'a jamais été un simple homme d'affaires. Il était bien plus qu'un trafiquant. Il était le reflet fidèle d'une époque où l'interdit rapportait plus que l'obéissance, où les lois servaient parfois d'obstacle aux faibles et de tremplin aux plus audacieux. En quelques années, il a bâti un empire colossal sans jamais se cacher. Il souriait aux caméras, signait des autographes, se présentait comme un homme ordinaire, presque respectable. Mais derrière les apparences, il manipulait la ville comme un jeu de stratégie. Il ne défiait pas seulement ses rivaux, il défiait le système tout entier, les institutions, la morale et l'image que l'Amérique voulait donner d'elle-même. Et pourtant, ce n'est ni une balle, ni une trahison, ni une guerre des gangs qui l'a fait tomber. Juste une ligne, une omission, un impôt jamais payé, un détail administratif, insignifiant en apparence, mais suffisant pour renverser un géant. Capone aura connu la gloire, la richesse, le respect mêlé à la peur. Il aura marqué une génération, imprimé son nom dans les journaux et dans la légende. Mais ce nom, aujourd'hui, reste dans l'histoire comme un avertissement silencieux, une leçon gravée entre les lignes. Parce qu'aucun empire bâti dans l'ombre ne peut échapper éternellement à la lumière.